Il est né en République démocratique du Congo une entreprise dénommée Boma Nzala, entendait par là mettre un terme à la faim, qui a pour objectif évidemment de lutter contre la famine ou la faim, mais aussi contre le chômage et la pauvreté qui sévit en République démocratique du Congo. Ce numéro est consacré justement aux objectifs principaux assignés à l'initiateur de cette entreprise. Mesdames, Messieurs, nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes branchés sur Vert Pâturage Télévision et sur ce plateau comme d'habitude avec moi, Ida Malouba. Ida, bonjour. Bonjour Nico Kassanda. Et comment allez-vous Très en forme, et toi aussi apparemment. En tout cas, très en forme, comme vous le dites. Enchanté, c'est un plaisir, mais apparemment l'invité d'aujourd'hui a plusieurs casquettes. Vraiment, il a tellement plusieurs casquettes que certainement, lorsqu'on l'accordera la parole... Oui, il va énumérer tout ce qu'il est. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Jackson Engunda. Essanja, voilà. J'ai bien prononcé. Bonjour, Monsieur Jackson. Bonjour, Madame Ida Maloba. Bonjour, Monsieur Nico Kassanda. Bonjour, bienvenue dans cette émission Paramètres et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très ravi de faire partie de votre aujourd'hui parce que les Paramètres, c'est d'abord une émission qui est très suivie. Qui parle beaucoup plus du développement et tout ce qui a un rapport avec le développement, c'est notre affaire et pourquoi nous serons toujours ravis de participer dans de telles émissions. Monsieur Jackson, à l'entame, pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours en tant qu'entrepreneur? Oui, moi je commencerai d'abord par me présenter aux téléspectateurs, pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Jackson Engunda Essanja. Je suis natif du Congo, je suis congolais de 100%. J'ai quitté le pays en 2009. C'est en 2009 que j'ai quitté le pays pour aller faire mes études universitaires. Alors, après l'obtention de mon diplôme, je suis allé à l'extérieur, en Afrique du Sud précisément, où j'ai aujourd'hui, grâce à Dieu, un diplôme en gestion des affaires et des finances à l'école de commerce, c'est-à-dire Graduate School of Business à Cape Town. Et c'est grâce à Dieu qu'aujourd'hui, avec les compétences que nous avons, nous sommes concentrés sur mon point fort, qui est l'entrepreneuriat. Parce que d'abord, des formations, j'ai fait l'entrepreneuriat, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord un don que je remercie de temps en temps Dieu pour me l'avoir donné. Et c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'aujourd'hui, nous pouvons être invités dans des émissions. C'est grâce à l'entrepreneuriat aujourd'hui que nous pouvons faire le tour du monde, hoster des conférences. Et pour ma présentation, je suis un entrepreneur social. Je suis auteur, je suis fermier aussi. Je suis conférencier international et manager des entreprises. Et nous aspirons aussi à devenir une personnalité de la télévision parce que nous avons aussi un magazine qui parle du parcours des hommes riches. Donc c'est d'abord un projet, mais nous serons bientôt personnalité de la télévision. Alors là, c'est très intéressant ce que vous dites déjà là, en tant qu'entrepreneur social. Mais d'abord, quel état des lieux faites-vous de l'entrepreneuriat, principalement ici en République démocratique du Congo? Oui, l'entrepreneuriat ici, nous savons, c'est une carrière. Moi, j'appelle ça carrière. C'est une carrière ou un domaine qui n'est pas encore trop ancré dans la mentalité de beaucoup de gens. Parfois aussi, nous faisons une confusion pour essayer d'identifier les entrepreneurs qui existent ici au pays. La plupart des gens ici ne sont pas encore entrepreneurs parce que l'entrepreneuriat, c'est tout un domaine, c'est toute une carrière. On ne devient pas entrepreneur comme ça parce qu'on n'a pas d'emploi, on ne devient pas entrepreneur comme ça parce que les situations nous forcent à devenir entrepreneur, mais on devient d'abord entrepreneur par vocation. Mais à part le fait qu'il y a une vocation, mais il y a aussi la partie formation. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour faire un état des lieux ici, nous savons tous que l'entrepreneuriat n'est pas un domaine trop encouragé ici au Congo, et surtout ici en Afrique. Si nous pouvons citer quelques pays, on peut peut-être voir le Kenya, la Zambie,
l'Afrique du Sud, où il y a l'entrepreneuriat de jeunes qui aujourd'hui bat les records à travers l'Afrique. Et nous voyons aussi le Nigeria qui commence aussi à émerger par rapport à l'innovation, à la créativité des jeunes et beaucoup plus au programme du gouvernement qui accompagne les entrepreneurs au niveau du pays. Mais malheureusement, ici chez nous, l'entrepreneuriat reste un secteur où, même si aujourd'hui les jeunes doivent réfléchir pour se lancer dans ce secteur-là, vous voyez voir que nous avons beaucoup de réflexions pour nous lancer. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas de structures bien assises ici au pays qui accompagnent les entrepreneurs. Bon, ça c'est de un. De deux, on n'a pas de banques ou des institutions financières qui sont prêtes à accompagner les entrepreneurs. Donc du coup, l'entrepreneuriat chez nous ici reste d'abord un prétexte et nous pensons qu'avec les initiatives que nous puissions aujourd'hui avoir, l'entrepreneuriat commencera à entrer petit à petit dans la vie des gens et beaucoup plus dans la mentalité. Ce n'est pas seulement des jeunes, mais dans la mentalité du peuple congolais. Monsieur Jackson, je ne vous arrache pas la parole, mais qu'est-ce qui doit justement être fait pour booster l'entrepreneuriat en RDC? Oui, ce qui doit d'abord être fait, nous devons comprendre que la multiplicité de l'emploi est proportionnelle à la multiplicité des entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire que si nous pouvons parler de l'emploi aujourd'hui en RDC, c'est-à-dire que nous devons avoir beaucoup d'entrepreneurs. Alors, pour avoir beaucoup d'entrepreneurs, c'est ce que je disais, il ne suffit pas de s'élever et devenir entrepreneur. Il faut d'abord qu'il y ait des structures. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'en ce moment ici, le gouvernement de la République devra d'abord mettre en place des structures pour accompagner l'entrepreneuriat ici en RDC. C'est-à-dire que nous devons avoir des institutions financières prêtes à accompagner l'entrepreneuriat ici en RDC. Nous devons avoir un système de suivi placé du gouvernement prêt à accompagner les entrepreneurs. Nous devons avoir des centres de formation prêts à accompagner les entrepreneurs. Donc, si nous devons aujourd'hui commencer l'entrepreneuriat en RDC et espérer réussir, nous pensons que ce qui est comme besoin primordial, c'est d'abord avoir de fortes institutions. Nous devons avoir au niveau du gouvernement des institutions fiables dédiées à l'accompagnement des entrepreneurs. Il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir un ministère de l'entrepreneuriat, il ne suffit pas d'avoir une petite structure, peut-être une organisation non gouvernementale qui accompagne les entrepreneurs. Non, mais il faut des structures sérieuses qui sont habilitées, donc qui a dans leur sein des différentes branches d'accompagnement des entrepreneurs dans le cadre des formations, dans le cadre d'accompagnement pour le financement, dans le cadre des marchés de sous-traitance, des fiscalités, tout ça. Mais les gouvernements, tantôt là vous parlez des responsabilités qui incombent au gouvernement. Le gouvernement vient peut-être après, mais dans un premier temps, il faut d'abord qu'il y ait des structures propres à vous, des structures qui vous réunissent vous-même. Ensuite, vous tendez la main vers le gouvernement qui vous accompagne. Est-ce que vous avez des structures où vous réunissez entre vous, entrepreneurs, pour parler justement de l'entrepreneuriat, de son avancement dans le pays? Bon, ici, généralement, je ne peux pas dire qu'il y a des structures fiables, des structures reconnues. Donc, quand nous parlons du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement reste parrain du développement d'un pays. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens d'abord du pays, parlons de moi parce que nous parlons d'entrepreneuriat. Moi-même, je suis un entrepreneur actif. C'est-à-dire que j'ai une structure bien assise. J'ai une entreprise que j'ai créée. Je sais pas, peut-être par rapport au commercial, tout ça, la télévision. Mais nous avons une structure bien assise, une entreprise où... d'en parler. Ouais. Donc, ça veut dire que nous avons une structure déjà bien assise ici chez nous. Mais, qu'à cela ne tienne, nous rencontrons aussi d'autres entrepreneurs parce qu'il n'y a pas d'abord... des structures comme nous sommes en train de dire, des structures qui réunissent les entrepreneurs pour parler des questions de jeunes. Non. Mais nous-mêmes, en tant que des entrepreneurs, parfois nous organisons des rencontres, des activités où nous pouvons nous rencontrer par mois, par semaine, peut-être par année. Nous organisons des conférences, des rencontres, des dîners, des galas où nous nous rencontrons entre nous
pour essayer un peu d'échanger sur les enjeux de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais il y a beaucoup de difficultés aussi, nous devons les reconnaître. Et c'est pourquoi nous avons mis ensemble, entre nous-mêmes, les gens qui sont déjà actifs, qui ont quand même déjà de l'expérience par rapport au business au niveau du pays. Et c'est avec ces gens-là que nous nous rencontrons de temps en temps. Nous essayons un peu d'échanger pour voir quelles sont les difficultés et les défis que nous pouvons révéler pour imposer l'entrepreneuriat en RDC. Et dernièrement, le chef de l'État a promis de faire des jeunes, des millionnaires. Par quel mécanisme pensez-vous qu'il pourra y arriver? Bon, ça c'est une question pertinente, mais seulement c'est une question, je pense que c'est réservé au chef de l'État et beaucoup plus à son entourage. Mais moi, en tant qu'intellectuel, je pourrais quand même faire une mise au point. Le chef de l'État parlait de faire des jeunes des millionnaires. Ça, c'est déjà une très belle idée. Mais je pense aussi vous appuyez cette belle idée. Nous appuyons déjà l'initiative, mais c'est ce que, comme j'avais dit, donc nous ne pouvons pas aujourd'hui peut-être avoir besoin des investisseurs de venir investir dans notre pays si nous n'avons pas des structures mises en place pour recevoir les investisseurs. Donc c'est comme quelqu'un qui veut qui veut commencer à faire atterrir des Boeing, alors que les États de nos aéroports ne sont pas habilités pour recevoir tous ces Boeing. Le chef de l'État a prononcé, et quitte à nous aussi de l'accompagner, parce que lui, il a la vision, mais nous ne savons pas par quel mécanisme il veut faire. Mais nous, nous savons que si la vision du chef de l'État est de faire des jeunes entrepreneurs, des millionnaires, bon, nous, de notre côté, nous sommes déjà quand même mis en avance. Le train est déjà en marche de notre côté. Nous avons commencé à créer nos propres entreprises. Nous avons commencé à mettre en place nos initiatives, parce qu'il ne suffit pas d'aider, il faut aussi de passer à l'action. Donc nous pensons que le chef de l'État, à son niveau, a des structures, a ses propres projets, comment il sait, comment il a pensé, comment il a cru pour faire à tous ces jeunes-là des millionnaires. Mais nous, de notre côté, nous savons aussi pour l'accompagner, nous devons passer à l'action. C'est pourquoi nous avons déjà passé à l'action à notre niveau. Nous avons mis en place des structures, nous avons mis en place des activités génératrices de revenus. Et on attend aussi que le gouvernement vienne aussi mettre la main sur la pâte. Donc, si je vous comprends, c'est plus la volonté des jeunes qui doit primer à cette volonté que le chef de l'État a exprimée. Donc, on ne peut pas rester les mains croisées, s'attendre à ce qu'on devienne millionnaire. Oui. Mais quel regard avez-vous justement de ces jeunes qui pensent que pour s'enrichir, peut-être devenir millionnaire, comme c'est le vœu du chef de l'État, il faut migrer nécessairement dans la politique. Nous avons vu les élections qui ont été organisées le 20 décembre 2023. Beaucoup trop de candidats, surtout les jeunes. Surtout des jeunes. Ils pensent qu'ils vont s'enrichir de manière facile au niveau de la politique. Oui, vous savez, c'est comme ce que nous avons dit. Je pense que pour le jeune qui pense que pour devenir riche, il faut devenir politicien. Là, c'est une réflexion, permettez-moi le terme, un peu absurde, parce que nous connaissons aussi des politiciens aujourd'hui. Nous avons beaucoup de politiciens, peut-être comme nous qui sommes déjà dans le business actif, nous rencontrons beaucoup de politiciens qui font aussi recours à nous. Peut-être pour de l'aide, pour des contacts. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes politicien, cela ne veut pas dire que vous allez gagner votre vie. Mais seulement, c'est une mentalité où nous devons vraiment nous battre pour que le jeune puisse au moins se focaliser sur autre chose que la politique. Vous savez, la politique, généralement, dans des pays... Ce qui n'est pas mauvaise d'ailleurs, la politique. Oui, ce qui n'est pas mauvaise, c'est bien de faire la politique. Mais vous savez... La politique, d'abord, pour devenir politicien, il ne suffit pas de... Il faut aussi avoir la vocation, comme vous avez parlé, comme c'est le cas avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il faut d'abord qu'il y ait une vocation. Parce que vous savez, comme ce que vous voulez de relever ici avec les élections, nous avons tous vu, nous avons un petit thème, nous avons aussi vu des amis à nous avec qui nous traînons, qui se sont lancés dans la politique, qui sont en train de devenir candidats députés nationaux, députés provinciaux. Mais malheureusement, ça n'a pas passé. Donc vous voyez que il ne suffit pas d'aspirer à la politique, mais il faut aussi avoir une base. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas se réveiller aujourd'hui, c'est comme ce que j'ai dit, la vocation, c'est d'abord quelque chose qu'on est avec. Ouais. Il faut d'abord savoir votre vocation. Est-ce que vous êtes appelé à être politicien? Bon, ça, c'est aussi une question. Mais vous savez, la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes se focalisent beaucoup plus sur la politique, c'est justement parce que c'est quelque chose... Pour gagner facilement de l'argent, des fonds. Oui, ils ont été inculqués par les aînés qui ont fait la politique. Aujourd'hui, nous voyons tous,
qu'aujourd'hui, devenir politicien en RDC, ça n'a rien à voir avec le développement, ça n'a rien à voir même avec la vocation, ça n'a rien à voir avec les ambitions que la personne a. Dans des pays développés, vous ne pouvez donc pas... Donc la politique ne développe pas comme ça. Une nation. La politique ne développe pas la nation. La politique vote des lois. Il vous amène des lois qui vont sécuriser d'abord votre pays. Et puis des lois qui vont sécuriser aussi les habitants. On va vous donner des feuilles de route, des opportunités où vous, la population, vous devez vous joindre à cette vision-là. Vous devez vous canaliser par rapport aux opportunités que les gouvernements mettent en place pour la population. Et c'est dans ces moments-là que nous, la population, nous devons maintenant faire des actions qui vont s'aligner avec la vision du gouvernement. Et si on s'aligne avec la vision du gouvernement, c'est alors que nous allons commencer à bénéficier de certaines opportunités qui vont justement épanouir notre vie sociale. La politique, elle, est là comme un parent. Les parents sont là pour nous éduquer, pour nous élever et pour en faire en sorte que demain, après-demain, l'avenir soit assuré. Mais les parents ne seront pas là pour vous donner l'argent à tout moment, pour aller prendre votre épouse en mariage. Les parents ne seront pas là pour construire votre maison. Donc ce sont les choses que les parents ne peuvent pas généralement faire. Mais ici en Afrique, on comprend parfois parce que c'est ça, c'est la mentalité africaine. Mais la politique n'est pas là pour s'enrichir. La politique est là pour mettre en place des structures, comme nous avons dit, qui vont faire développer les pays, qui vont donner accès à la population, de venir s'aligner à la vision que la politique a mis devant pour que la population commence désormais à suivre les guides. Donc c'est comme un enseignant qui vient vous enseigner les cours peut-être de l'économie, mais qui vient avec son syllabus. Il va vous donner la cartographie, ce qu'il faut faire. Donc il y a des choses qu'il va faire. Donc il vous apporte les grandes lignes à suivre. Donc, on vous apporte des grandes lignes. La politique est là pour gérer la nation. Donc c'est-à-dire on gère les individus, on fait en sorte que l'économie soit stable. La politique est là pour faire en sorte que les infrastructures soient très bien aménagées pour que vous et moi, nous puissions aujourd'hui nous mettre dans des cadres comme ça. Nous organiser. La politique va faire en sorte qu'il y ait stabilité au pays pour que et les employés et les entrepreneurs fassent bien leurs activités. Donc la politique n'est pas là pour s'enrichir. Donc quelqu'un n'est pas là. Aujourd'hui, si les jeunes vont s'élever pour devenir politiciens, pour nous, ça touche aussi à la moralité, parce que nous tous, nous savons que si un grand nombre de ces jeunes-là veulent aller dans la politique, c'est justement parce qu'ils savent eux-mêmes qu'aujourd'hui les députés ont des salaires... Ils cherchent la vie facile en quelque sorte. Voilà, donc ça dit, ils courent derrière les 21 000, on ne sait pas exactement s'ils sont payés 21 000. Bon, peut-être plus, c'est sans les échos. Mais généralement, la plupart des gens qui veulent s'intégrer dans la politique, ils veulent aller là-bas parce que ils veulent gagner la vie. Nous sommes quand même largement étalés sur l'entrepreneuriat. Oui. À présent, nous allons parler de votre entreprise que vous avez mise sur pied, dénommée Bomanzala. Entendez mettre un terme à la famine. C'est quoi éradiquer? Oui, éradiquer la famine. C'est déjà quoi Bomanzala? Parce que l'intitulé déjà, oui, ça attire l'attention de nous qui avons faim. De nous, les Congolais qui avons faim. C'est quoi Bomanzala concrètement? Oui, Bomanzala, c'est comme ce que j'avais dit. Bomanzala, c'est d'abord partant du nom. Le nom, c'est Bomanzala. Bomanzala, en français, qui veut simplement dire éradiquer la famine. Aujourd'hui, nous savons tous le fléau qui frappe l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier. Et ici, je serai beaucoup plus spécifique parce qu'il s'agit des actions que nous sommes déjà en train de faire. Donc, Bomanzala est une entreprise agricole enregistrée sur la loi congolaise des sociétés des personnes à responsabilité limitée, où je suis pour l'instant le seul associé. Je suis associé unique et nous avons créé cette entreprise dans l'objectif d'augmenter la production locale et rabaisser les prix des denrées dans le marché local. Donc c'est comme nous remercions aujourd'hui, la RDC importe près de 80%. Vous êtes des journalistes. La RDC importe près de 80% des denrées alimentaires. Ça, c'est extrêmement grave parce que nous ne pouvons pas rester dans un pays comme la RDC, un pays à forte potentialité agricole, où nous avons plus de 80 millions de terres arables inexploitées. Et aujourd'hui, nous continuons
à tendre la main à l'Occident pour avoir la nourriture. C'est quand même inacceptable. Alors nous avons réfléchi à ça. Nous avons mis en place une société agricole parce que déjà la RDC à l'époque, nous savons tous qu'il y avait Unilever ici qui produisait localement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors tout ce qui est aujourd'hui, même avec ce qui se passe avec notre gouvernement, avec plusieurs échanges que nous avons eu avec le gouvernement, nous avons tous remarqué que le gouvernement peut aussi mettre en place des feuilles de route pour éradiquer la famine. Mais le gouvernement ne peut pas arriver sur le terrain parce que le gouvernement, généralement, ne peut pas prendre la bêche ou prendre le hou pour aller faire l'agriculture pour vous. Donc ça dit, c'est une responsabilité qui revient à la population. Alors nous, en tant que population, nous nous sommes dit, voilà l'état de la famine qui existe aussi au pays. Nous avons fait l'état des lieux de la famine. C'est comme vous avez posé la question, l'état des lieux de l'entrepreneuriat. Ici, nous parlons beaucoup plus de la famine qui existe ici au pays. C'est quand même inacceptable de voir ce qui se passe ici. Nous avons créé cette entreprise Nous avons d'abord commencé les activités agricoles en 2016. Okay. J'ai commencé comme commerçant normal, où j'ai voyagé dans différentes provinces pour acheter les denrées alimentaires. C'était par rapport à une demande. J'ai vu qu'il y avait une forte demande en produits alimentaires. Tout était importé. Alors je me suis dit, si cette population peut toujours commencer plutôt aussi, si les paysans, ceux qui produisent les légumes feuilles, les légumes fruits, si ces gens ici, avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent ici pour produire leur denrée, s'ils n'arrivent pas à rencontrer les besoins de la population en termes de nourriture, ce sera une catastrophe presque naturelle, parce que vous savez qu'avec ce que font les paysans avec l'agriculture de substance, nous ne pouvons pas être en mesure de nourrir toute une population. Alors aussi longtemps que la demande sera toujours inférieure à l'offre, la nourriture continuera toujours d'être importée de l'extérieur avec des coûts très élevés, et ça sera difficile pour des mamans qui vivent dans le milieu rural de faire face à des prix des supermarchés, comme je ne peux pas faire la publicité, mais des différents supermarchés que nous connaissons ici. Et c'est par rapport à ça que je me suis dit, si nous devons attendre à ce que tout le monde se réveille pour faire quelque chose, on fera peut-être rien. Et si on attend aussi que l'argent, tout soit mis en place pour que nous commençons quelque chose, nous ne commencerons rien. Alors je me suis dit, avec tout ce que j'ai fait comme démarche, avec tout ce que j'ai fait comme voyage au niveau des provinces, j'ai vu au moins des fortes potentialités agricoles qu'on avait. Il y a des producteurs qui arrivent à nourrir toute une communauté, mais avec une simple bêche, une simple houe. Mais ces gens ne sont pas soutenus. Et c'est avec cette même agriculture de substance qu'ils nourrissent leurs enfants. Alors je me suis dit, je devais créer une structure, mettre en place une structure qui va être structure fédérale, qui va gérer tous les agriculteurs. Okay. Ça paraît quand même absurde, mais j'ai plusieurs agriculteurs au niveau de la province. Dans toutes les provinces, vous voulez dire? Au niveau plutôt de la République. Et c'est avec ces agriculteurs-là, on a mis en place nous avons mis en place des sites. Donc, c'est-à-dire sites par spécificité. C'est-à-dire, si nous partons peut-être dans le cas du Kasaï, nous savons qu'au Kasaï, là-bas, ce qui est plus produit là-bas, c'est les manioc et c'est les maïs plutôt. Oh oui. Alors, au niveau du Kasaï, nous avons mis en place un grand nombre des agriculteurs, des sites agricoles qui produisent déjà les manioc et les maïs. Et nous sommes en train de travailler en collaboration directe avec ces sites-là. Les difficultés que ces sites-là ont, nous amenons des soutiens à tous ces sites. On met nos finances, on met nos matériels, que ce soit peu, que ce soit énorme, on les met quand même en jeu pour qu'ensemble avec ces agriculteurs-là, nous puissions commencer à évacuer les produits et nourrir chaque communauté. Alors, nous avons mis cette structure comme structure fédératrice, c'est-à-dire pour s'occuper du moyen de transport, parce que s'il faut éradiquer la famine ici en RDC, on aura affaire avec les infrastructures routières, oui. Parce qu'on ne peut pas parler agriculture ou relance économique sans qu'il y ait des routes. Ça, c'est des 1. Boumanzala est là pour réparer les routes des desserts agricoles. À notre niveau, on ne peut pas normalement faire cette activité parce que ça demande beaucoup de moyens. C'est une activité réservée à l'État congolais. Oui. Mais ce que nous avons fait ici, c'est que nous procédons à des cantonnages manuels. Alors pour réhabiliter des routes, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place des communautés, des agriculteurs qui travaillent avec nous. On se met ensemble, on répare au moins la route qui amène du site de production jusqu'au lieu de commercialisation. Ah oui. Alors pour l'instant, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là pour réhabiliter les routes des desserts agricoles. Nous sommes là pour aider dans l'évacuation des produits.
des denrées alimentaires, des sites de production jusqu'au lieu de consommation. Nous mettons en place les infrastructures de stockage, c'est-à-dire nous construisons les entrepôts pour stocker les produits. Nous installons le chambre froide, c'est-à-dire les infrastructures de conservation des produits périssables. C'est-à-dire nous mettons aussi des chambres froides. Nous sommes là pour financer aussi les agriculteurs en manque de moyens, en manque de ressources. On donne des matériels, on donne des finances. Et c'est ensemble avec toutes ces activités que nous pourrons mettre en place des structures fortes pour éradiquer la famine. Donc nous avons commencé cette activité en 2020 et nous nous sommes répandus dans 26 provinces en RDC aujourd'hui. Okay. Et dans 26 provinces, ici à Kinshasa, nous sommes en Djili-Brasserie. Si vous arrivez en Djili-Brasserie, au quartier 1, il y a le Centre national de vulgarisation agricole. C'est un centre des Coréens avec qui nous travaillons aussi en partenariat pour former les agriculteurs avec des techniques agricoles appropriées. Et c'est à partir de ces centres-là, si vous êtes au Centre national de vulgarisation agricole, vous allez remarquer que juste après ces centres, les activités maraîchères commencent. Donc vous pouvez faire une longue distance, on dirait l'Indjili-Brasserie, vous allez trouver des mamans, des jeunes garçons qui font de l'agriculture. Et c'est avec ces gens-là que nous travaillons déjà, nous apportons de l'aide pour au moins commencer à évacuer les amarantes et mettre ça dans des milieux publics, c'est-à-dire dans des marchés publics comme Liberté, Zikida et autres. Qu'est-ce que vous gagnez en aidant ces personnes-là évoluant en milieu rural, dans le secteur agricole? Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes d'abord une société, ce n'est pas avec les commerciaux, mais nous sommes une société, nous ne sommes pas une organisation non gouvernementale. Ce que nous faisons, nous le faisons à but lucratif. C'est-à-dire que... Donc vous visez les lucres. Nous visons les lucres parce que nous sommes des entrepreneurs, on ne peut pas venir là, se lancer sans rien gagner à la fin. Nous ne pouvons pas venir, c'est ce que j'ai dit, c'est un travail réservé au gouvernement. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons quand même identifié les besoins, parce que très mal compris aujourd'hui, les entrepreneurs ne sont pas ceux qui vendent les produits. Les entrepreneurs sont ceux qui apportent des solutions aux problèmes. Donc ça veut dire que nous avons identifié un problème et les problèmes là, nous apportons une solution. La solution, c'est qu'il y a famine ici en RDC, mais nous avons une forte potentialité de produits en denrées alimentaires. Alors nous, ce que nous avons fait, nous avons mis en place des structures là, nous sommes nous-mêmes propriétaires des terres agricoles. Nous sommes propriétaires de plus de 3000 et quelques hectares. Donc ça veut dire ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous prenons les gens qui ont des difficultés pour produire. On les amène dans nos propres sites agricoles. Ils commencent désormais à travailler pour la société. Alors ces gens-là, ils produisent pour nous et nous les payons. Bon, ça c'est justement la structure que nous avons mis en place. Alors pour le reste des gens qui ont des sites appartenant au gouvernement, qu'est-ce que nous faisons? Nous signons avec ces sites-là, c'est-à-dire nous signons avec le gouvernement, parce que déjà nous sommes partenaires du gouvernement de la République. Oui. Alors nous faisons appel au ministère de l'Agriculture qui nous donne des cartographies par rapport à l'emplacement de ces sites qui ont des fortes potentialités de production. Alors ce que nous faisons, nous accédons dans des sites-là et on identifie les difficultés. Si les difficultés c'est Si la difficulté c'est peut-être évacuer les produits, ils peuvent produire eux-mêmes, mais ils ont des difficultés pour évacuer peut-être par rapport à l'état de la route. Nous faisons appel à l'Office des voiries et des drainages, l'OVD, qui vient avec nous, il nous assiste. Mais si ça tarde, qu'est-ce qu'on fait? On procède avec les cantonnages manuels. Parce que c'est ce que nous faisons généralement. Et avec toutes ces activités-là, nous budgétisons. Si par exemple, pour relancer ces sites ici, ça nous demande par exemple $100 américains. Bon, ce que nous faisons, c'est que nous signons d'abord avec les sites, nous prenons la charge du site. S'il y a des gens qui payent, comme pour les maraîchers qui travaillent dans des sites agricoles, la plupart louent. Ils sont locataires, ils payent 2500 francs, ils payent 3000, ils payent 5000. Nous prenons la charge de ces sites-là. Okay. Donc si par exemple le coût de la location ça donne 100 000 francs, le moment ça la prend le coût de la location à 100 000 francs. Ce qui fait en sorte que vous, les gens qui travaillent dans ces sites-là, vous n'aurez plus besoin de payer. Alors nous venons avec une feuille de route. Vous dire que voilà, si nous devons éradiquer la faim ensemble, si nous devons nourrir nos communautés ici, ce n'est pas en faisant l'agriculture de substances. Ce n'est pas en produisant avec des maniocs comme ça, avec la houe, que nous allons éradiquer la faim. Nous avons un programme intégrateur. On vous donne la cartographie. Voilà, vous allez travailler pour le programme maintenant. On va réunir ensemble toutes les personnes qui produisent les légumes feuilles. Vous allez vous mettre ensemble. Ceux qui produisent les légumes feuilles, vous allez vous mettre ensemble. Alors, ce que nous allons faire, si vous avez
des petits étendus, peut-être des 40 sur 40, vous n'allez pas faire l'agriculture avec ça. Nous, on va mettre ensemble tous ces étendus. Ça va nous faire peut-être 10 hectares. Je vous donne à titre d'exemple. Et sur les 10 hectares, on met 5 hectares pour les légumes. Tout celui qui fait les légumes il va se retrouver là-bas. Tout celui qui fait les légumes fruits, il va se retrouver ici. Et c'est comme ça que nous gérons tous ces paysans-là qui travaillent avec nous. Okay. Et désormais, ils commencent à travailler pour la société, pour ne pas être des autres. Donc, alors, on les paye, nous allez-y aussi. Alors, face à tout ce que vous faites là, tel que vous venez d'énumérer, quelle est l'appréciation du gouvernement? Parce que, d'une certaine manière, vous allégez quand même la tâche au gouvernement. Son appréciation par rapport à ce que vous faites? Oui, déjà, avec le gouvernement, ce qui est logique est que les gouvernements participent. Le gouvernement, déjà, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, que le gouvernement ne viendra pas à vous comme ça, parce que le gouvernement n'est pas là pour vous donner l'argent. Le gouvernement vous donne des opportunités où vous allez vous faire de l'argent. Alors nous avons commencé ces activités en 2016 et c'est en 2023. Donc vous voyez déjà l'écart, c'est-à-dire de 2016 en 2023 que le gouvernement vient à peine de participer. Donc c'est-à-dire le gouvernement a participé dans le cadre où nous avons répondu à des objectifs du gouvernement, d'éradiquer la faim. C'est-à-dire que le gouvernement a mis en place des programmes qui vont soutenir les petits producteurs agricoles. Alors, quand nous sommes alignés à ces programmes-là, sans pour autant connaître les programmes du gouvernement, et nous nous sommes retrouvés en train de faire les assignations du gouvernement. C'est alors que nous avons reçu l'appel du gouvernement vers le ministère de l'Agriculture, où aujourd'hui nous sommes partenaires officiels, et le gouvernement participe dans le cadre où nous n'avons plus besoin des ingénieurs, nous n'avons plus besoin de payer peut-être les ingénieurs qui coûtent déjà cher, les ingénieurs agronomes, et nous travaillons officiellement avec le gouvernement. Si nous avons besoin des ingénieurs agronomes pour le suivi, le gouvernement est là pour nous soutenir dans ça. Et aujourd'hui, nous sommes aussi alignés pour commencer à avoir des subventions du gouvernement. Peut-être comme pour le cas de 2024, c'est l'année passée qu'on était alignés, mais c'est en 2024 aujourd'hui que nous allons toucher, peut-être, si Dieu fait grâce, en février ici, que nous allons déjà commencer à toucher les subventions du gouvernement. Donc, c'est-à-dire que la participation du gouvernement pour nous, c'est en termes de finances et en termes de documentation aussi, parce que c'est beaucoup plus à voir avec la crédibilité. Les partenaires qui veulent s'associer à nous aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, nous sommes au moins reconnus officiellement du gouvernement. Oui. Nous avons un document officiel avec le gouvernement qui nous reconnaît comme son partenaire sur le terrain. Et c'est avec ces documents-là que nous puissions bénéficier. Et vous êtes content de ce partenariat avec le gouvernement? Vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits parce que ça faisait aussi partie de nos objectifs. Parce que nous, l'objectif, c'est de prendre la charge de tous les agriculteurs. Parce que le gouvernement a lancé un projet ici, Bukangalonzo, que nous ne savons pas pourquoi ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, nous avons quand même dit au gouvernement, le gouvernement a vu qu'aujourd'hui, il y a aussi des citoyens sérieux qui se battent avec leurs propres moyens de bord et que nous pouvons aussi faire confiance aujourd'hui, comme pour le cas de la société Bomanzala, une structure purement congolaise, mais qui travaille avec des moyens agricoles mécanisés. Et nous voulons à ce que les partenaires extérieurs aussi viennent s'impliquer dans ce que nous sommes en train de faire comme lutte. Mais nous sommes déjà satisfaits par rapport à l'implication du gouvernement parce que nous nous allions déjà à la vision du chef de l'État, de faire les jeunes, de faire plutôt de l'agriculture un secteur prioritaire. Nous sommes déjà alignés dans ça et le gouvernement aujourd'hui, ils viennent pour nous donner des opportunités peut-être qu'on n'allait pas avoir si on continuait seulement à travailler comme Bomanzala. Aujourd'hui, c'est grâce au gouvernement que nous pouvons aujourd'hui être invités par d'autres gouvernements, comme pour le cas du gouvernement du Kenya, des Émirats, pour répondre aux questions de l'agriculture. C'est grâce au gouvernement congolais. Et c'est grâce à ces partenariats que nous sommes aujourd'hui en mesure de faire aussi des déplacements au niveau extérieur pour accentuer sur le secteur agricole, comment les relancer ici en Europe. Monsieur Jackson, le public sera quand même curieux de savoir quel genre de produits mettez-vous à sa disposition. Oui, nous sommes dans les légumes feuilles. Nous sommes dans les légumes feuilles, c'est-à-dire les amarantes, dans tout ce qui est comme amarantes, les bites écoutécou, matembele. On met aussi à la disposition de la population les tomates, les poivrons, les pommes de terre. On met en place le manioc. On met en place le maïs, les piments. Donc il y a toute une variété, mais ça dépend aussi des saisons parfois. Mais seulement nous sommes répandus dans 26 provinces et c'est dans chaque province que nous produisons.
Si par exemple quelqu'un voudra voir où se vendent les produits de Bomanzala, nous vendons dans des ports, comme pour le cas du port de Liaki, c'est vers le poids lourd. Là-bas, nous fournissons le banane plantain qui viennent de l'Équateur, de notre site de l'Équateur, qui est à 2 jours de navigation ici dans le village Ngombe. C'est vers l'Équateur. Là-bas, nous avons plus de 400 hectares de bananes plantain. Okay. Donc, ça veut dire que nous travaillons avec nos frères pygmées, les autochtones. C'est avec eux que nous produisons les bananes plantain. Nous vendons au niveau de Liaki. Et déjà, comme vous savez tous, le régime des bananes plantain ici, ça coûte extrêmement cher. Oui. Mais pour vous approvisionner des produits de Bomanzala, vous allez remarquer qu'un seul régime peut vous coûter déjà jusqu'à 15 à 20 dollars américains. Mais avec Bomanzala, on vient avec plus de 12 régimes et on vend ça à la population à 80 000 francs, 70 000 francs. Vous voyez que c'est parmi les objectifs du gouvernement et c'est ce qui a fait en sorte que le gouvernement s'intéresse à nous. Donc nous mettons à la disposition de la population beaucoup de produits alimentaires et nous espérons avec le temps, avec tout ce que nous sommes en train de mettre en place comme infrastructure, commencer aussi à mettre en place les poissons, mettre en place la viande, bien que ça nécessite beaucoup de moyens, mais avec l'aide de Dieu. Mais pour l'instant, nous sommes beaucoup plus dans les légumes feuilles, les légumes, fruits, les maïs, les maniocs et les plantains. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre avec notre émission, qui est votre émission Paramètres. Et sur ce plateau, nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui Monsieur Jackson Ingunda Isonja. Il est entrepreneur social, il est fermier, il est conférencier international. Je pense qu'un jour, Paramètres pourra se déplacer, évidemment, pour aller tourner une émission sur l'un des sites de Bomanzala. Oui, ça sera très intéressant. Là, le public pourra découvrir plus cette grande entreprise, en tout cas qui joue un grand rôle, hein, parce que ça assouplit vraiment la famine de la population. C'est de ça qu'on a besoin, en quelque sorte. Vraiment. Et donc là, Monsieur Jackson, déjà ce que vous faites là, ça contribue efficacement à la lutte contre la pauvreté, la famine, mais aussi le chômage. Est-ce que vous pouvez avoir une idée déjà sur le nombre de personnes qui estiment être heureuses d'appartenir justement à l'entreprise Bomanzala et qui justement ne peuvent plus conjuguer le concept famine? Donc déjà, s'il faut dire en termes d'impact social, nous avons un fort impact social au niveau de la population. Déjà par rapport aux gens qui travaillent pour nous, de manière directe et indirecte. Déjà, nous comptons plus de 960 agriculteurs qui produisent pour la structure Bomanzala. C'est déjà énorme. C'est énorme, Ida. Oui. C'est déjà énorme. Donc nous comptons plus de 960 agriculteurs et l'objectif c'est d'aller jusqu'à 40 000. Oui, comment vous allez vous y prendre face à cet objectif, en tout cas 40 000? Oui, donc déjà, en tout cas, nous sommes bien structurés. Et je crois que le plus grand voyage commence par un pas. Donc nous avons commencé, donc comme j'ai dit, j'ai commencé comme commerçant, j'ai commencé seul en train de voyager. Après j'avais un ami qui voyageait avec moi, et puis c'était 2 amis qui travaillaient, après 3 amis. Et puis nous avons mis en place une structure qui prend maintenant en charge plusieurs agriculteurs. Donc nous comptons aujourd'hui 960 agriculteurs qui sont déjà dans les sites, qui produisent et où nous pouvons aller directement avec vous sur les champs. On prend les produits, on les commercialise. Donc c'est déjà énorme déjà de compter 960 personnes qui sont directement liées à votre programme. Ça c'est déjà énorme et ces gens aussi ont des familles. Donc s'il faut parler en termes d'impact social, on pourra peut-être pas quantifier ça, mais en tout cas c'est déjà des milliers parce que si vous faites un tour dans des ports, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a nos produits sur les marchés, on n'a pas des porteurs qui travaillent pour nous directement pour qu'on paye. Mais si vous arrivez sur place, vous allez voir qu'en termes de quantité de production, on peut faire appel à plus de 50 ou 70 porteurs. Donc déjà, juste pour mettre les produits sur le marché. Et on a affaire à des mamans qui viennent pour vendre pour nous. Donc c'est-à-dire qu'avec une seule initiative, on peut déjà compter des milliers de personnes. Parce que là, je suis en train de vous parler peut-être du nombre des agriculteurs répandus dans 26 provinces. Mais sans compter les gens qui viennent peut-être pour s'approvisionner,
les maraîchers qui partent là-bas pour vendre des gens que nous ne connaissons pas directement, mais seulement pour gérer toutes ces personnes-là, nous sommes situés dans le sens où nous n'avons pas encore de représentation officielle dans chaque province, ça c'est compte tenu des moyens, mais au moins nous sommes situés dans le sens où nous avons des points focaux qui nous représentent dans chaque province. Et dans chaque province, si nous avons 5 équiteurs, ils sont gérés par une personne. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous n'allons pas finir sans parler de votre ouvrage, dont le vernissage interviendra très bientôt. Déjà, l'ouvrage est intitulé « Au revoir, patron, j'abandonne ». Pouvez-vous nous parler brièvement de cet ouvrage? Est-ce que là, n'est-ce pas une manière d'inciter quand même les jeunes à pouvoir boycotter? Là, c'est à lui de nous le dire. Non, mais en tout cas, déjà avec l'ouvrage, c'est comme vous pouvez voir le titre. Le titre, déjà, c'était un titre croustillant et provocateur. Vraiment, très provocateur. Ça révolte en même temps. Ouais, c'est révoltant. C'est-à-dire, au revoir patron, j'abandonne, n'est rien d'autre qu'une révolte. Et la plupart des gens actuellement sont en train de se questionner. Peut-être, est-ce que c'est une attaque personnelle au chef d'entreprise? Est-ce que je suis en train de vous inciter à quitter vers pâturage, de commencer votre chaîne, tout ça? Ok, non, c'est loin de là en fait. Alors, c'est au revoir patron, n'est rien d'autre qu'un appel à la l'éveil de conscience. Donc, c'est-à-dire que nous avons longtemps tendu la main à des gens, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit social. Aujourd'hui même, nous avons avec les jeunes, pour aller se marier, nous devons faire appel au pasteur, nous devons faire appel à Madame Ida, à Monsieur Nico, à Monsieur Christian, à Monsieur Pax. On va faire appel à toutes ces personnes-là pour nous accompagner. C'est-à-dire nous accompagner, pas dans le sens de nous accompagner, participer, mais nous accompagner financièrement. Donc, c'est-à-dire que nous avons longtemps tendu la main, même au niveau de la politique. Vous voyez aujourd'hui que les politiques, qu'on n'arrive pas à faire décoller ces pays parce qu'il y a une main noire qui est au-dessus de nous. Alors, au revoir patron, c'est juste dire non à toute mauvaise initiative ou à toute mauvaise personne qui nous empêche de nous épanouir socialement, économiquement et politiquement. Alors, à quelle catégorie de personnes cet ouvrage est-il destiné? Donc, c'est la catégorie des personnes dont les âges varient entre 15 ans et 50 ans. Ok. Donc, nous parlons aux femmes, aux jeunes filles, parce que nous avons aussi parlé de la religion. À l'intérieur, nous avons parlé de l'économie, nous avons parlé de l'emploi, nous avons parlé de la politique, nous avons parlé du système éducatif. Donc, c'est-à-dire, il y a tout, c'est-à-dire, le livre est adressé aux étudiants, aux parents, aux pasteurs, aux politiciens, aux chefs d'entreprise, aux employés, aux chômeurs, donc à toute cette catégorie de personnes, mais dont les âges varient entre 15 et 50 ans. Alors, le vernissage va intervenir le 16 février, que vous serez d'ailleurs déjà présent. Merci pour l'invitation en direct. Nous serons à l'hôtel Rotana et après ça, nous allons procéder à une tournée interuniversitaire. Okay. Nous allons échanger avec les jeunes sur les enjeux de l'entrepreneuriat. Alors là, déjà, nous sommes à la fin, mais justement, un conseil à prodiguer à tous ces jeunes qui vous regardent à ces instants, par rapport justement à ce domaine de prédilection qui est le vôtre, l'entrepreneuriat. Donc, s'il y a un message que je lancerai aux jeunes, moi, je crois d'abord en la jeunesse, je crois en notre jeunesse. C'est nous l'avenir de demain. Nous devons nous lever, peu importe les difficultés que nous traversons aujourd'hui, mais nous devons quand même nous lever parce que ça en vaut la peine. Aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui nous suivent parfois dans les conférences qui nous disent « Ouais, vous êtes là parce qu'il y a Vitel derrière vous, vous êtes là parce qu'on vous a appuyé. » Si je vais vous rappeler que j'ai commencé mon entreprise avec $100 américains. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui je peux avoir plus de 960 personnes qui sont en train de travailler dans des champs structurés et le gouvernement peut venir intervenir, c'est-à-dire que c'est un fruit de sacrifice. J'ai fini les études comme tous les jeunes, mais je ne me suis pas tardé à se lancer, peut-être à faire du dialogue, courir derrière les politiciens, courir derrière les gens. Nous devons nous focaliser sur ce qui est notre point fort. Si vous avez un talent, exploitez ce talent. Vous êtes appelé pour être musicien, exploitez-la. Si vous êtes appelé pour être journaliste, exploitez ça. C'est-à-dire que nous devons nous retrouver où le talent peut exploser.
C'est tout ce que moi je peux donner aux jeunes comme conseil. C'est pas tout le monde qui est appelé à être entrepreneur, c'est pas tout le monde qui est appelé à être politicien, mais tout le monde est appelé à exploiter son talent. Et exploiter votre talent, et c'est le talent qui va ouvrir les portes pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Jackson. C'était un honneur pour vous de vous avoir sur ce plateau. Je pense que ce message va révolter les jeunes à quand même entreprendre quelque chose. Il y a encore beaucoup à dire par rapport à l'entreprise Boma Nzala. On espère qu'on va avoir Monsieur Jackson dans des prochaines occasions, peut-être sur les terrains, pour voir ce qui est fait concrètement au sein de l'entreprise Boma Nzala. Voilà. Donc, il ne nous reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. C'était un honneur pour vous de vous avoir. On vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça sera avec un nouveau numéro et un nouvel invité sera de notre. Merci de votre fidélité à la chaîne du repos. À la prochaine.